Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jarmin Michoutoning, cofondateur d'Alvo. Bonjour Jarmin. Bonjour Xavier. Alors Jarmin, la traditionnelle question pour ouvrir le podcast, est-ce que tu pourrais nous présenter Alvo? Qu'est-ce que vous faites? Alvo, c'est la suite M&A complète qui associe marketplace, outils digitaux et services pour accélérer et simplifier la transition des TPE et PME. En fait, concrètement, on sait qu'il y a aujourd'hui 60 000 TPE et PME qui sont cédés et transmises chaque année, mais 180 000 pourraient l'être. Et parmi ces 60 000, on sait également que 30 000 TPE et PME disparaissent faute de reprise chaque année. Donc on voit que le marché existe, mais il n'est pas assez fluide. Et donc on souhaite mettre de la tech, de la data et de l'UX au service du marché pour l'écosystème, pour le fluidifier. Et pour faire cela, on a levé 1 million d'euros en seed un peu moins de 6 mois auprès de Business Angel, avec pour ambition de devenir le leader du M&A Small Cap, donc sur les TPE-PME, en France d'ici 3 ans. Et en gros, si je résume d'un point de vue un peu barbare, c'est faire une marketplace pour fluidifier la relation entre les gens qui souhaitent reprendre les entreprises et les gens qui souhaitent les vendre. Tout à fait. Il y a une partie marketplace, donc annonce de session de reprise, mais ça, on va dire que ça représente que 30% de ce qu'on va faire. Et pourquoi 30%? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, donc parmi les 60 000 TPE PME qui sont cédés chaque année, on sait en fait que seuls 30% ont fait l'objet d'une annonce. Et le reste, les 70% restants, c'est ce qu'on va appeler du off-market, du hors-marché. Et en fait, ce sont des cédants ou des repreneurs qui sont rentrés en relation, soit par des intermédiaires, soit en direct, mais en tout cas par quelque chose qui n'est pas fluide. Et c'est ça qu'on veut aujourd'hui craquer, c'est ce off-market, pouvoir permettre à un repreneur d'avoir les outils pour contacter les bons cédants, et pareil aussi un cédant lorsqu'il va mettre sa boîte en vente, qu'il puisse avoir facilement accès aux repreneurs, autre que par les marketplaces tradis. Voilà. Donc c'est ça qu'on ne peut pas résumer que Alvo à une marketplace. Pour nous, il y a bien entendu la marketplace, et il y a aussi à côté de ça tous les autres outils et les services pour faciliter la rencontre et ensuite gérer la suite du deal avec les différentes étapes, ce qu'on appelle une LOI, donc la proposition, il y a la due diligence pour vérifier les datas, les données, et il y a même jusqu'à la fin la GAP, garantie actif-passif, donc c'est quand on finalise le deal, il va par exemple y avoir des risques qu'on va pricer ou conditionner, par exemple, on dit est-ce qu'il n'y a pas des risques de prud'homme, des risques d'impôts qui n'auraient pas été payés, etc. Ce sont des différentes conditions dans le deal qui peuvent faire varier le prix de cession ou de reprise à la hausse ou à la baisse. Voilà. Et du coup, sur les 60 000 entreprises dont tu disais qui sont reprises chaque année, est-ce que tu as une idée des secteurs d'activité de ces entreprises? Est-ce que c'est plutôt industrie ou est-ce que c'est très divers? Non, là, la stat des 60 000, elle est globale, complète. Après, il y a des enfin, il y a une partie, il y a un petit tiers qui sont déjà des transmissions interfamiliales entre familles. Donc, on va dire, je sais pas, les enfants qui vont reprendre l'entreprise des parents. Voilà. Et il y a aussi une partie de fonds de commerce. Voilà. Ce qu'on va pas adresser tout de suite. Donc, on va adresser les marques, les actifs digitaux, les TPE classiques. Dans un premier temps, on ne va pas adresser les fonds de commerce, donc un restaurant ou un hôtel, par exemple. On peut faire une chaîne de restaurants, on peut faire une chaîne d'hôtels, et pas l'hôtel en lui-même, pour l'instant. Et on verra ensuite. Voilà. Donc, les 60 000, c'est vraiment des actifs globaux. Et ensuite, il y a différentes catégories d'actifs qui sont cédés chaque année. Et donc, tu dirais que toi, une des raisons pour lesquelles, alors je crois que tu disais que c'est 30% meurent chaque année, ou il y en a 180 000 qui trouvent pas de repreneur. Une des grosses raisons, c'est parce que justement, ils arrivent pas à se faire connaître et à faire connaître qu'ils sont en train de céder. Il y en a 180 000 qui pourraient être mises sur le marché, mais qui ne sont pas mises. Pour plusieurs raisons. Un, déjà, le cédant ne sait pas comment faire. Il ne sait pas à qui parler. Et en fait, on se rend compte que il a peur de parler à sa banque parce qu'en fait, il se dit si je dis à ma banque que je cédais par rapport à mes prêts en cours ou par rapport à mes besoins de financement, elle va perdre confiance. Et également parfois, ils osent pas en parler à leur expert comptable parce que pareil, ils se disent que s'ils en parlent à l'expert comptable et qu'ils veulent céder leur entreprise, l'expert comptable va lui perdre un client puisque l'entreprise va fermer. Donc on a une partie, bon ça c'est pas la majorité. On a ensuite des cédants qui ne savent pas qu'ils peuvent céder. En fait, c'est quoi la différence entre un entrepreneur individuel qui, en fait, s'il arrête, son activité ferme, et un entrepreneur qui a des salariés et en fait, il a quand même un actif qui peut céder. Une personne qui a une entreprise de plomberie versus un plombier. Voilà. Et bien, en fait, il y a des fois des cédants qui sont pas forcément au clair sur la structuration de l'entreprise et qui ferment purement et simplement leur boîte
alors qu'en fait, il y avait un actif, une clientèle, du matériel, un entrepôt qui pouvait être cédé. Et enfin, il y a un mauvais accompagnement. Là, donc, tu citais des gens qui n'ont pas conscience de la valeur de ce qu'ils ont. À l'inverse, il y a aussi des gens qui surestiment la valeur de leur entreprise, de leur bien, et forcément, ils ont passé peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans dans l'entreprise, mais c'est pas pour autant qu'elle vaut 10 millions. Et en fait, ils sont parfois mal accompagnés avec une première valo, une première estimation un peu utopique, et en fait, ils ne trouvent pas repreneur parce qu'en fait, c'est totalement décorrélé du marché. Et donc, c'est aussi en cela qu'Elvo, on a vocation à accompagner les intermédiaires, que ce soit les experts comptables, les avocats, les différents conseils, via des rapports de valo sur différentes méthodologies, donc que ce soit des multiples de revenus, multiples de chiffre d'affaires, ou bien des comparables par rapport aux autres activités, par rapport aux entreprises similaires qui ont pu être cédées, pour pouvoir avoir une approche plus rationnelle sur la valeur réelle de l'entreprise en vue d'une cession dans un délai raisonnable. Voilà. Ouais, vous apportez une expertise d'utiliser de M&A, donc de valorisation qui est professionnelle et qui est cadrée pour les aider à vraiment identifier la valorisation exacte de leur entreprise et pas mettre un chiffre un peu émotionnel, comme tu disais, quelqu'un qui a créé son entreprise pendant 20 ans, forcément, il est pas forcément impartial. Il y a une partie un peu émotionnelle, évidemment, c'est mon entreprise, c'est mon bébé, j'ai bossé pendant 30 ans, il y a cela. Et puis il y a également un peu alors là on est dans une période de transition qui est assez intéressante, mais il y a eu toute cette période des startups, bon bah j'en suis aussi un pur produit, on pourrait y revenir, mais valorisé avec des multiples énormes, et parce que derrière il y a une notion de MRR, de revenus récurrents, qui fait que grossier, voilà, on ne valorise pas une startup versus une PME, et encore, la PME, il y a tout type d'entreprise, mais une boîte qui fait du service, par exemple, qui vend une prestation, bah, chaque année, elle repart à zéro. Donc, elle doit revendre du service, etc. Une entreprise, une startup qui vend un modèle, un outil SaaS, avec un abonnement mensuel, en fait, sauf si les clients churn, mais sinon, le revenu, il est sécurisé pour des années à venir, quoi. Donc, en fait, on ne valorise pas du tout pareil. Et en fait, il y a eu un peu une incompréhension où des entreprises qui faisaient des chiffres d'affaires, corrects, mais qui étaient valorisés, pas des licornes, mais des centaines de millions, versus une PME qui ferait le même chiffre d'affaires, mais elle n'a pas du tout la même valeur. Donc c'est ça aussi, c'est important d'évangéliser et d'informer. Et donc on va aussi mettre à disposition des ressources pour pouvoir aider à. On a d'ailleurs un simulateur en ligne de valorisation qu'on peut tester sur Alvo Pro Market, où en fonction du secteur, on communique un peu les multiples qui peuvent exister, qui peuvent être appliqués sur la base soit de l'EBITDA, du chiffre d'affaires, du résultat net, voilà. Je trouve ça super intéressant la thématique de la valorisation parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, quand on voit des startups qui font, alors je vais pas dire zéro chiffre d'affaires, mais qui sont ultra déficitaires, puissent lever des millions et puissent valoriser des centaines de millions d'euros versus des PME qui sont rentables et qui elles ont du mal à trouver des financements. C'est vrai que d'un point de vue externe, parfois on a un peu du mal à comprendre. C'est ça. Mais tout dépend en fait du type de client, du type de revenu, de la récurrence de ce revenu. Mais est-ce que tu penses pas aussi qu'il y a aussi de l'appétence aussi des fonds qui investissent, qui sont peut-être plus ouverts à investir dans des startups, entre guillemets, c'est peut-être plus à la mode et c'est peut-être plus simple pour eux à comprendre qu'investir dans des TPE, PME qui peuvent faire des produits industriels un peu plus complexes. Il y a peut-être ça aussi qui joue ou pas du tout? Ma réponse est un peu au milieu. En fait, c'était sexy et ça faisait la une des journaux quand il y avait des très belles levées de fonds des startups. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'investissement dans les TPE PME. C'est un peu moins, on en communique moins. Il y a d'autres entreprises, d'autres fonds, alors c'est pas forcément les mêmes, qui participent à des LBO, des investissements dans des PME, dans des belles ETI. Mais c'est sûr que c'est pas un peu moins sexy ou bien les montants vont être moins, enfin les multiples vont être moins, donc on va moins en parler. Donc j'ai envie de dire qu'il n'y a pas il y a pas une dichotomie à ce niveau-là. En revanche, c'est vrai que bon bah avec ces dernières années, la French Tech, etc., avec le souhait de créer un certain nombre de licornes en France, en Europe, bah, c'est vrai qu'on mettait beaucoup l'accent. Enfin, quand il y avait des communiqués de presse, bon, bah, étaient beaucoup plus facilement relayés des levées de fonds et des croissances records de start-up versus des investissements dans les LBO classiques. Quoi. Et la partie communication qui joue beaucoup en fait. Oui, parce que derrière, c'est quand même aussi la croissance de l'écosystème tech français qui est important. Et là, bon, peut-être on s'égare un petit peu, mais si on veut pouvoir rivaliser avec des acteurs, des GAFA, à l'étranger, etc., on a l'obligation de devoir lever des montants énormes parce que le développement d'un produit coûte cher, les ressources coûtent cher, et en fait, il faut aussi faire la part des choses entre les entreprises qui sont franco-françaises et européennes. Si on veut se battre à armes égales avec des GAFAM, il faut des acteurs qui sont en mesure d'attaquer d'office l'Union européenne, enfin le marché européen. Les seuls consommateurs français ne suffisent pas en fait. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a ces montants qui sont levés pour aller chercher la croissance en Europe
pour pouvoir rivaliser avec des acteurs étrangers qui viendraient des USA pour prendre l'exemple des américains sur le marché européen. Hmm. Non, c'est très clair. Et du coup, quel est le business model d'Alvo? Comment vous vous rémunérez sur c'est sur les transactions, c'est via des abonnements, Oui, alors on a un business model complémentaire. On a une partie abonnement. On va pas au modèle SaaS justement, payer l'outil avec différents niveaux d'abonnement. Donc les outils de valorisation, les outils de sourcing, de screening, différents templates qu'on a à disposition. Là également avec un expert dédié. Donc en fait on a un peu sacisé le service, si je puis dire, parce qu'on paye un abonnement et qu'on a droit on a la possibilité de contacter un expert. On a un point de suivi mensuel sur sa recherche ou sur sa reprise, voilà. Et enfin, si on veut un accompagnement beaucoup plus complet et qu'on exécute nous-mêmes l'ensemble du deal, dans ce cas-là, on passe sur un mandat de session ou mandat de reprise. Et là, dans ce cas-là, c'est un fees au succès. On reviendra un peu plus en détail sur les prochaines étapes là, pour Alvo. Maintenant, ce qui m'intéresse, Germain, c'est parler un peu de toi. Donc, tu disais que tu venais de monter startup. Bah, d'où viens-tu? Quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à cofonder Alvo? J'ai commencé chez Boursorama, donc c'était à l'époque le terme fintech n'existait pas, donc c'était plutôt une banque en ligne, on va dire. J'ai pas mal contribué à la croissance du service client de Boursorama où j'ai géré les équipes. Et ensuite, j'ai rejoint Compte Nickel au tout début pour participer à la création. Compte Nickel, qui s'appelle maintenant Nickel, des comptes qui sont chez les buralistes, donc une des premières fintech B2C. J'ai géré le service client et les opérations pendant 5 ans, jusqu'au rachat par BNP. Et ensuite, j'ai rejoint Conto, par exemple, participé à la création de Conto, où j'ai commencé par gérer les opérations, mettre en place les opérations, service client, back-office, fraude, ops. Et au bout de 3 ans, j'ai switché côté marketing. Comme j'avais déjà fait des opérations chez Boursorama, Nickel et Conto, je souhaitais découvrir un peu d'autres skills et aussi découvrir la partie revenus, non pas que la partie coûts et opérations. Et donc j'ai switché côté marketing pour créer une équipe partenariat et gérer les partenariats Conto, partenariat industriel et d'acquisition, et voilà, équipe qui générait 20% de l'acquisition quand je suis parti de Conto, donc il y a quelques mois. Et donc c'est en collectant, enfin en échangeant avec des connaissances et en collectant des verbatim, donc des feedbacks de cédants, de repreneurs, que déjà on s'est rendu compte de la différentes, ce qu'on appelle pain, donc les différentes difficultés qu'il y avait, soit à trouver un cédant, soit à trouver un repreneur. Ça c'est le premier élément qui a nourri notre discussion. Et le deuxième élément, c'est que j'ai contribué à digitaliser la banque B2C avec Boursorama et Nickel, ensuite la banque B2B avec Conto, et donc un peu par suite logique, il y a la banque d'affaires m'intéressait en me disant qu'est-ce qu'on peut améliorer, simplifier, faciliter en apportant un peu ces mêmes pratiques de tech, du X et de data à la banque d'affaires qui fait encore appel à des acteurs très traditionnels, historiques et très peu digitaux. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée d'Alvo. En parallèle, on s'est rencontrés avec Mathieu et Thomas, et on avait des profils très complémentaires. Mathieu Stéphanie, donc, qui lui a créé un entrepreneur multirécidiviste et qui est aussi très investi avec son podcast Génération Do It Yourself dans l'écosystème entrepreneurial. Et Thomas Collin, qui lui a plutôt du chiffre, il était DAF, il a l'expertise métier, et qui a aussi été entrepreneur puisqu'il a créé une boîte des principes qu'il a cédé il y a quelques années. Voilà, donc on a un profil, enfin des profils très à la fois expérimentés et complémentaires pour pouvoir adresser ce défi. C'est à quel moment que vous avez eu cette idée? Combien de temps il y a eu entre la discussion entre vous, de dire tiens, on peut faire ça, et le moment où concrètement ça s'est fait? Est-ce que ça a été rapide ou est-ce que ça a eu un temps de maturation assez long? Il y a eu un temps de maturation assez long. Après, quand tout s'est aligné, ça a été très rapide. Moi, je discutais avec Mathieu depuis à peu près 2 ans, on va dire. Et l'idée, en fait, on était assez vite convaincu qu'il y avait quelque chose à faire sur la cession et reprise des TPE-PME. Tous les signaux indiquaient que le marché allait progresser et que il y avait zéro digital, zéro tech, zéro data, donc quelque chose à faire. Cependant, moi, j'étais pas encore, tout n'était pas encore aligné pour que je puisse quitter Conto, et on n'avait pas encore l'expertise financière métier. En parlant, Mathieu a finalement a trouvé Thomas qui nous a contacté, qui était lui aussi en train de regarder un peu ce sujet. Thomas nous a rejoint début 2022, on a pas mal itéré, et moi, mi-2022, tout s'est aligné pour que je puisse quitter Conto, que tout soit en track, enfin voilà, que ça ne mette pas en difficulté Conto et que je puisse avoir fini ma mission correctement. Et là, dès qu'on s'est dit go, on a levé des fonds en 2 mois et on a commencé à construire l'équipe. Donc la maturation, enfin la préparation a été un peu longue, on va dire,
Mais une fois que tout était ouvert, l'exécution, pour le coup, était rapide. On peut dire que le temps que vous avez pris à réfléchir vous a permis un peu de structurer vraiment le truc et après une fois que c'était prêt, bah, vu que vous êtes aussi des gens un peu expérimentés dans chacun de vos domaines, ça va plutôt vite quoi. Voilà. En fait, comme il faut que les gens se committent à 100% sur le projet, il faut que tout le monde soit prêt. Et bon, bah, dans ces cas-là, il faut aligner les projets de chacun, quoi. Donc, Thomas, lui, venait de céder son entreprise et donc c'est bon, il était disponible pour se lancer dans un nouveau projet. Il fallait que Mathieu soit disponible aussi pour pouvoir consacrer du temps à Alvo. Et moi, voilà, il fallait que je puisse quitter Conto, mon entreprise. Voilà. Donc, effectivement, voilà, il a fallu qu'on structure un peu tout ça. Et une fois que tout était aligné, là, on a pu commencer la levée de fonds et le lancement de l'équipe. Et du coup, est-ce que vous avez des premiers retours de ce que tu me dis, c'est qu'en gros, vous rencontrez plus ou moins en concurrence avec les banques d'affaires traditionnelles ou avec des cabinets qui sont spécialisés en reprise d'entreprise. Est-ce que vous avez eu des premiers retours de ces concurrents potentiels sur ce que vous allez proposer? Est-ce que vous sentez qu'ils ont, j'ai pas peur, mais qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils sont restés trop traditionnels et qu'ils n'ont pas vu venir la menace, entre guillemets, d'un quelqu'un comme vous qui va dans le digital? Alors, même si on a secrètement peut-être l'ambition de les concurrencer, aujourd'hui, on est plutôt complémentaires que concurrents. En fait, les banques d'affaires n'adressent pas ces deals quand c'est une boîte qui est valorisée moins de 5 et encore moins de 10 millions déjà, ça ne s'intéresse pas trop. Moins de 5 millions, personne ne les veut. Donc une banque d'affaires, on va pour l'instant, on va pas marcher sur le plateau de banque d'affaires. On va même plutôt collaborer avec elles si elles ont des petits deals qu'elles veulent nous envoyer et que nous on a des gros deals qu'on veut leur adresser. C'est plutôt les experts comptables aujourd'hui qui sont et il y a aussi quelques cabinets plus petits qui vont adresser ce marché plus petit. Et là, pour le coup, on est plutôt, enfin, on a une approche de collaboration d'aider ces experts comptables en leur permettant de déléguer, de sous-traiter. Aujourd'hui, à part des gros cabinets d'experts comptables, il y a des gros comme Inextenso, etc., qui ont créé des équipes dédiées pour les mener. Il y a beaucoup de cabinets, soit indépendants, soit des petits cabinets, qui n'ont pas forcément l'expertise et les ressources. Et donc, quand ils ont un client qui veut s'aider, ils sont parfois un peu pris au dépourvu. Et donc, pour pouvoir bien accompagner leurs clients, l'objectif, c'est qu'ils puissent utiliser la suite d'outils Alvo. Ils gardent, eux, la relation directe avec leurs clients, mais ils délèguent ou ils sous-traitent une partie, toute une partie de l'exécution, de la recherche, des documents, etc. à Alvo. Donc, on a vraiment une posture de partenaire et on va pas concurrencer. On n'a pas la même approche, on n'a pas le même réseau, on n'est pas en physique. Voilà, donc, on est vraiment complémentaires par rapport au service comptable et non pas concurrents. Et là, du coup, bah, Alvo, vous en êtes où? C'est quoi les projets là dans les prochaines semaines, prochains mois? Là, on est une petite équipe de 5 personnes. On est en plein recrutement de profils à la fois tech et business pour grossir à une dizaine dans les prochaines semaines, prochains mois. On est en plein développement du produit. On a une sorte de ce qu'on appelle un démodèle, un peu à l'instar de ce que fait l'incubateur eCombinator. Donc, on se donne 3 mois pour sortir une première version du produit monétisable. Là, actuellement, sur le site, on a différents produits en version bêta qui sont gratuits. On est en train d'améliorer tous ces produits, l'espace client, les différents contenus, pour sortir fin janvier une version monétisable qui sera encore après enrichie d'autres features, mais une belle version des produits, et qui aura vocation à convertir l'ensemble du trafic qu'on a et l'ensemble des users qui s'inscrivent aujourd'hui sur notre site en clients payants. Voilà. Et on va continuer aussi de développer l'axe média, en tout cas pour créer du contenu, justement pour évangéliser la reprise, la session et accompagner les cédants et repreneurs dans leur recherche, dans leur projet. Ouais, ce que j'allais dire, c'est l'aspect communication dans votre cas est aussi clé pour faire connaître la plateforme, enfin tous vos services et puis la plateforme, pour que les gens aient assez confiance pour s'inscrire et passer par un format digital. Je pense notamment aux cédants qui sont parfois assez âgés, qui ont peut-être pas forcément l'habitude de tout ce qui est digital et qui ont pu être traditionnels. Est-ce que tu penses qu'il y a certains qui pourraient avoir un frein à se dire je sais pas trop, Alvo, c'est digital, c'est marketplace, etc. Tous ces mots-là où ils ont pas trop l'habitude. Est-ce que tu penses que ça peut être un frein pour eux ou pas du tout? Pour moi, c'est pas un frein. Je vais faire ma réponse en deux parties. Pour moi, c'est pas un frein parce que ces cédants sont avant tout, à titre perso, consommateurs de Netflix, Airbnb, un smartphone avec Waze. Enfin, voilà. En gros, c'est un peu le même constat qu'on a fait avec Conto, qui est une banque en ligne pour les pros. Les clients, c'est pas des entrepreneurs qui ont 25 ans. Hein. Les clients, c'est des dirigeants qui ont, alors de 25 certes, mais 40 ou 60 ans, quoi. Donc dans le texte, cette partie digital tech, c'est pas un frein. En revanche, on n'a pas pour ambition et on n'a pas digitalisé
l'ensemble du deal. Il y a toujours une notion de rencontre, de service et de physique qui sera importante, surtout quand on cède une entreprise, on a passé 20 ans de sa vie, etc. Nous, ce qu'on veut surtout digitaliser, améliorer, faciliter, et là où la tech a beaucoup de valeur, beaucoup de force, c'est sur la rencontre au début, faire le matchmaking, le Tinder, et ensuite aider aussi sur tout ce qui est signature électronique avec du YouSign, DocuSign, etc. Ça maintenant, tout le monde est habitué à signer des contrats. En revanche, les étapes de négo, la signature, et même si après il faut faire un... Bon là, on a eu quelques deals qu'on a signés, alors on n'a pas fait de rencontre avec une bouteille de champagne à la fin, mais s'il faut faire ça, on le fera. C'est pas il y aura toujours ce besoin de rencontre, de se voir et de signer. Et même s'il faut signer en papier, on le fera. En fait, ce qu'on a pu voir des qualités comme Tabatim des premiers clients, des premiers utilisateurs, c'est que la partie compliquée, c'est les 1 an, 2 ans de recherche en début. Si après, il faut se déplacer pour aller signer chez un avocat un document, fine. Une entreprise, alors il y a des personnes qui en reprennent plein, mais généralement un cédant, il vend une boîte ou 2, 3 boîtes dans sa vie. Donc s'il faut aller se déplacer pour les signer, c'est pas grave. En revanche, tout le temps qu'il a passé à rechercher les annonces, contacter des gens, faire passer des coups de fil pour essayer de trouver un repreneur ou un cédant, c'est ça qui est vraiment très long aujourd'hui, qui est compliqué. Là, on a beaucoup parlé des cédants, mais quid des repreneurs? Est-ce que vous faites une sélection, par exemple, n'importe qui peut s'inscrire sur la plateforme ou pour être repreneur, il faut avoir quand même rempli un certain nombre de prérequis, je ne sais pas lesquels, mais... Ouais, alors pour l'instant, tout le monde peut s'inscrire. Et finalement, il faut savoir également qu'il y a plus de repreneurs que de cédants en France aussi. Donc ça, c'est assez important. Après, il y a des repreneurs qui peuvent être plus ou moins qualifiés. Donc pour l'instant, tout le monde peut s'inscrire. En revanche, ce qu'on va, alors c'est pas le cas encore, mais là, ce sera des prochaines features. Ce qu'on va développer, c'est tout cet aspect KYC et également vérification pas des garanties financières, mais en tout cas du montage financier. KYC, pour ceux qui connaissent pas, qui écoutent, c'est Know Your Customer, donc c'est... C'est identifier, vérifier l'identité du repreneur. Ça, on l'a déjà aujourd'hui avec une notion de NDA, donc d'accord de confidentialité. Quand un cédant publie une annonce et qu'un repreneur veut le contacter, il doit décliner son identité pour qu'on puisse signer un accord de confidentialité pour que le cédant s'assure de la personne physique qui lui demande des informations, vérifie que c'est pas un concurrent par exemple ou autre. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Mais là où on voudra aller plus loin, ce sera dans la partie montage financière. En gros, aujourd'hui, un repreneur, soit il apporte lui-même du cash, donc je sais pas 200 000 ou 1 million, et puis la banque, il aura un financement et la banque financera le reste pour pouvoir acheter une entreprise. Ça peut être ça, on va dire le profil type. Bon, nous là on apportera de la valeur, c'est pouvoir vérifier cet apport un peu financier, faire des pré-checks auprès des banques ou avec en intégrant l'API d'October par exemple qui fait des prêts financiers pro, pouvoir faire un pré-check, savoir si le repreneur est finançable, pour pouvoir dire ok on a monsieur untel ou madame untel qui veut reprendre l'entreprise, voici son setup financier, donc apport de 500 000, financement de 1 million par la banque. Donc voilà, c'est ok, ils peuvent très bien racheter cette entreprise qui vaut 1,5 million. Voilà. C'est ce qu'on développera, c'est ce qu'on va proposer pour qualifier justement la qualité des repreneurs. Et du coup, là, pour l'instant, c'est des entreprises que vous allez recueillir avant, enfin, à céder, c'est uniquement en France métropolitaine ou est-ce qu'il y a aussi les Outre-mer? Est-ce qu'il y a aussi l'Europe? Quel est le périmètre pour l'instant? Le périmètre, il est pour l'instant France et périphérie francophone, en Belgique, Suisse, D'accord. Donc c'est pas uniquement le majoritairement marché français. France. D'accord. Oui. Non, non. En fait, il y a un peu de transfrontalier. Pour l'instant, ce qui va le trigger, si je puis dire, ou le paramètre, ça va être le type de conseil et la manière dont se négocie le dossier. Si c'est avec des conseils, des experts comptables, des avocats français ou pas français, parce que les différentes méthodologies après vont être différentes justement. Ouais, c'est pas les mêmes us et coutumes ou les mêmes. Ouais. Tout à fait, voilà. C'est pas forcément les mêmes intermédiaires, les mêmes obligations, les mêmes contrôles. Voilà. Mais on verra ensuite, pour ambition de s'étendre en Europe, le marché français est déjà énorme, il y a beaucoup de choses à faire, mais on se ne ferme pas à ce que dans les 2-3 ans à venir, on puisse aussi également étendre le marché européen. Ouais, voilà, c'est la force de la mentalité startup, quoi. C'est de viser haut directement et de se dire on se limite pas au marché français, quoi. Surtout qu'en fait, on va avoir aussi des très belles TPE, PME françaises où l'acheteur, alors soit elles voudront faire des opérations de build-up, donc d'acquisition dans d'autres pays, ou inversement, elles se feront racheter par des étrangers. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup
de TPE-PME françaises qui se font racheter par des ETI ou des boîtes allemandes, par exemple. Donc, il faut aussi qu'on puisse accompagner ces cédants et repreneurs dans ces opérations de croissance européenne. Du coup, tu disais que vous recrutiez beaucoup. Je suppose qu'il y a des gens qui écoutent, qui sont intéressés pour rejoindre l'aventure, ils peuvent aller sur votre site internet et puis aller candidater directement. Oui, et puis aussi ne pas hésiter à faire des candidatures spontanées. En fait, aujourd'hui, là, on a mis sur le site les prios on regarde un peu notre business plan, nos besoins actuels, mais tous les postes de relations clients, d'analystes, de business, marketing, c'est aussi des postes qu'on va rechercher. Donc voilà, bon, à date sur alvo.market, il y a les offres. Et puis il y a également la partie de la possibilité de candidater en candidature spontanée. Parfait. Et du coup, pour conclure l'entretien, Germain, la très bonne question qu'on pose à tous nos invités. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui n'a pas forcément les codes, quel serait ce conseil? Justement, la première question, c'est ça, c'est un peu se poser la question de ce pourquoi on fit le plus, quoi. Est-ce qu'on est le meilleur dans l'entrepreneuriat à créer from scratch une activité ou à en reprendre une? Et en fait, bon, là, il y a eu une période où c'était très sexy de créer une start-up, lever des fonds. Voilà. Alors là, il peut devenir un peu plus compliqué de lever des fonds, bien que pour les projets early stage, il y a toujours du cash disponible. Mais les conditions sont peut-être un peu plus restrictives, mais il y a toujours des financements disponibles. Mais en fait, créer une entreprise quand je dis from scratch, donc de zéro, avec lancer son activité, etc. Il y a une partie de trouver l'équipe, trouver les premiers clients qui peut être assez longue, alors que reprendre une activité qui existe déjà, alors on parle pas forcément de reprendre une PME avec 100 salariés, mais reprendre une petite entreprise. Là, on a avant sur notre site, on a une marketplace de kitesurf, on a des sites en ligne de vente de bijoux, on a une boîte qui fait des chalets en bois dans le Jura, enfin, tout type oui, c'est très divers. Ouais. C'est très divers, voilà. Mais là, pour tous les profils, en fait, je reprends cette histoire de marketplace ou de site de bijoux. Bon, c'est une boîte qui fait peut-être 700 000 ou 1 million d'euros de chiffre d'affaires, qui se gère à une ou deux personnes. Bon, il y a des gens qui vont être beaucoup plus à l'aise à reprendre cet actif et apporter d'autres compétences, marketing, sales pour le faire grossir, recruter des personnes, etc. Et ils seront beaucoup plus à l'aise avec cet outil, cet actif, plutôt que de devoir créer de zéro une marketplace dans la bijouterie, trouver toute la partie pour la production, l'envoi des colis, voilà, il faut tout c'était mettre en place. Alors, c'est vrai que déjà se poser la question de ok, moi je suis plus à l'aise sur quelle étape, le 0 to 1 ou la partie croissance. Ça c'est la bonne c'est la question qui est cruciale. Et ensuite c'est poser la question de qu'est-ce qu'on aime faire. À la fois il faut aimer le produit qu'on vend. Et ensuite, quelles sont les compétences qu'on a envie qu'on aime et qu'on a développées, quoi. Si en fait on se développe une boîte de formation, je dis ça au hasard, mais et qu'en fait ça nous barbe de former des gens, c'est mal barré déjà. Donc c'est important de. En revanche, si on reprend une boîte de, enfin si j'adore la campagne, le Jura et manier le bois et les beaux chalets, en fait reprendre une PME qui fait des chalets en bois dans le Jura, c'est le rêve de ma vie, quoi. Donc, parce que c'est quand même une boîte où on va y passer 5 jours sur 7 ou 7 jours sur 7, c'est pas comme quand on est salarié, où on peut couper et on se dit, voilà, j'en prendrai lundi mon activité. Quand on crée son entreprise ou quand on est entrepreneur, voilà, il y a jusqu'à ce que l'entreprise soit plus rentable et plus viable, il y a quand même un peu une notion de vie ou de mort sur les différentes activités, les différents business qu'on lance, et donc on est engagé et on vit à 100% l'aventure entrepreneuriale dans laquelle on est. Ouais. Donc, en gros, vraiment déjà se poser la question, quel est notre profil? Est-ce qu'on est plutôt reprise d'entreprise ou créer from scratch, comme tu disais? Et après, aimer passionnément. Voilà, c'est projet, ça. Ouais. Ne pas avoir uniquement l'aspect financier et réussite, mais avoir vraiment quelque chose qui nous éclate, quoi. Merci beaucoup, Germain, pour ces conseils, pour cet entretien super intéressant. J'encourage tout le monde, ceux qui sont intéressés par la reprise d'entreprise, à aller visiter le site d'Alvo, puis ceux qui sont intéressés à rejoindre l'aventure, à aller candidater directement sur votre site également. Merci beaucoup, Xavier. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi!